rôle et l'utilité des données dans le conflit en Ukraine. Donc, on a déjà parlé un petit peu du conflit en Ukraine, mais là, on va y consacrer un atelier en entier grâce à nos 4 conférenciers du 4e atelier. Tout d'abord, Jonathan Guiffard. Je vais vous les présenter dans un instant. Jonathan Guiffard, ensuite Mathieu Faou-Tartare et Alexandre Massot. On va commencer par Jonathan Guiffard, qui est doctorant au sein du laboratoire IFG Lab et chercheur associé au projet GEOD à Paris 8. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il étudie la conflictualité stratégique dans l'espace numérique, notamment ses dimensions opaques. Il est chercheur associé à, ça je l'ai déjà dit, son axe prioritaire de recherche porte sur les stratégies américaines SIGINT et cyber. Il est actuellement en thèse. Est-ce que c'est toujours d'actualité? On vous souhaite bonne chance. Et il a soutenu un mémoire de recherche sur le soutien apporté par les Américains aux Ukrainiens dans les domaines renseignement et cyber. C'était en juin 2022. Son axe secondaire de recherche porte sur l'ingérence et l'influence politique en Afrique de l'Ouest comme reflet de la compétition stratégique. C'est un sujet poursuivi, en fait, il travaille sur ce sujet à l'IFG au sein de l'Institut Montaigne, où il est expert associé. Entre 2010 et 2022, il a aussi travaillé pour le gouvernement français sur des enjeux stratégiques en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, développant une connaissance approfondie des enjeux diplomatiques et des conflits armés. Donc, je vais présenter les conférenciers au fur et à mesure qu'on va y aller, durant ce panel 4. Donc, la présentation de Jonathan s'intitule « Du SIGINT stratégique au SIGINT tactique ». Le champ de bataille ukrainien révèle l'intérêt des différentes échelles de l'espace numérique. De nouvelles lunettes, peut-être qu'il faudrait que je revoie mon optométriste. J'ai un petit peu de difficulté à lire. Jonathan, sans plus tarder, pour une quinzaine de minutes, et merci d'être là. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Alors, ma présentation, donc, aujourd'hui, le message principal de cette présentation, c'est de faire comprendre que, malgré le champ de bataille et le fait que c'est ça qui concentre l'analyse, il faut penser le champ de bataille de manière beaucoup plus large que simplement ses dimensions tactiques, et notamment l'espace numérique offre cette grille d'analyse et permet de bien comprendre que les belligérants ne s'affrontent pas seulement sur la ligne de front et que cet espace est beaucoup plus large. Comme ça a été présenté, moi je travaille essentiellement sur les stratégies américaines, et donc dans ce cadre-là, c'est vraiment à travers les yeux des Américains qui constituent donc un allié principal, on va dire, de l'Ukraine dans cette guerre que je veux vous proposer cette démonstration, en tout cas ce sujet. Donc voilà en gros les problématiques, mais comment comprendre du coup l'importance donc du SIGINT, c'est-à-dire de l'interception des données et de manière générale de la captation donc des données et des flux, et du cyber qui correspond à une forme de collecte et de captation active de ces mêmes données. Donc comment comprendre l'importance donc, du SIGINT et du cyber dans le soutien américain apporté aux Ukrainiens? Et qu'est-ce que cela permet de nous dire de la géographie de l'espace numérique? Déjà, avant la guerre, il y a anticiper la guerre. Pour différents éléments me permettent d'émettre l'hypothèse, et que je pense à peu près confirmer aujourd'hui, que c'est bien le cyber et le SIGINT qui ont permis aux Américains d'être les seuls acteurs à anticiper l'invasion russe. Ça a commencé à l'été 2021, et ça a commencé d'une manière originale et intéressante parce que, a priori, des éléments que j'ai pu recueillir, c'est bien une détection des mouvements donc, du SVR russe dans le cyberespace, et notamment la pénétration de certaines cibles européennes qui a été détectée donc, par des entreprises de cybersécurité, et ces entreprises en ont rendu compte à l'État américain, qui du coup a changé un peu son approche et s'est intéressé un peu plus près, donc à l'été 2021, aux acteurs russes et à ce qu'ils étaient en train de préparer. De l'été, en gros, donc de ce signalement jusqu'à octobre 2021, se construit la conviction américaine qu'effectivement, il va y avoir une invasion, que ce n'est pas seulement un exercice en Biélorussie. On a beaucoup parlé de ce qui a été vu par les satellites, c'est-à-dire en fait du rapprochement des troupes russes aux frontières ukrainiennes. Mais la vérité, c'est que ça, tout le monde l'a vu. En tout cas, d'ailleurs, tout le monde l'a vu, même le privé, même la société civile, etc. En revanche, il y a un point essentiel, c'est qu'a priori, cette conviction s'est bien forgée grâce au cyber et au SIGINT. En d'autres termes, comme le chef d'état-major britannique l'a peut-être révélé, il n'aurait peut-être pas dû le faire comme ça une conférence, mais c'est bien grâce au GCHQ britannique et à la NSA américaine qu'ils ont eu la conviction de ça. Et donc ces deux entités sont vraiment les entités qui sont chargées de faire du SIGINT et du cyber.
Et ça a été a priori confirmé dans les Discord leaks, donc dans les leaks qui sont sortis en 2023, en mars, si je me souviens bien, où on a pu apprendre qu'effectivement le ministère de la Défense russe était pénétré par les Américains. Et donc a priori, cette conviction est bien née d'une collecte des ordres qui passaient à l'intérieur du ministère de la Défense russe et qui permettait de voir qu'il y avait une planification en Ukraine au-delà de l'exercice. On voit déjà donc l'intérêt de la donnée en dehors du théâtre ukrainien pour anticiper la guerre qui arrive sur ce théâtre. Et c'est pour ça que je vous parle bien d'une dimension stratégique de tout ça. Dans la conduite de la guerre ensuite, on a bien vu que le soutien américain était significatif dans le domaine du renseignement et essentiellement d'ordre technique. C'est-à-dire que c'était bien un soutien en IMIN, donc avec les satellites, l'imagerie de manière générale, mais aussi en SIGINT et en cyber. Pour comprendre ce soutien, c'est important d'y voir les différentes échelles. On en a déjà un peu parlé avant, mais on parle autant d'un sujet de contrôle d'infrastructures numériques que de collecte de données sur la surface logique, sur l'échelle logique du cyberespace, que aussi une captation et une collecte de données dans la couche sémantique. Mais ce qui me paraît aussi important, et je souligne ce point, c'est aussi qu'il faut prendre les différentes échelles en compte, notamment les échelles géographiques, donc à l'intérieur du territoire ukrainien, mais aussi en dehors du territoire ukrainien, et aussi des échelles verticales et horizontales. Ce que je veux dire par verticale, c'est que on parle des différentes échelles de l'espace numérique, on parle de l'échelle avec l'écorce terrestre où se passent les combats, les avions, vous voyez bien, mais effectivement, dans cette collecte, il y a des plateformes qui sont aussi des plateformes aériennes de collecte de données et aussi des plateformes satellites. Et donc, on parle vraiment de différents niveaux et que c'est important de prendre toutes ces échelles pour le comprendre. Différents exemples pour vous montrer qu'il ne faut pas juste analyser de la collecte de données tactique et qu'il faut bien prendre tous ces éléments. Le SIGINT stratégique, par exemple. Je m'appuie ici sur des travaux qui ont été menés par Kevin Limonier et par Louis Pétignot, que vous avez entendu avant, qui avaient retracé le routage des données sortant de Russie, et notamment avaient pu montrer qu'il y avait essentiellement 2 câbles internationaux qui permettaient de faire quelque part sortir les données internationales, on va dire, qui transitaient hors du territoire russe. Ces 2 câbles qui transitent, un par la Scandinavie, l'autre par la Biélorussie, Pologne et Allemagne, finissent les 2 à peu près à Francfort. Francfort, c'est vraiment le premier hub de transit des données d'Internet. Il faut savoir que, et à Francfort, et sur le long de 1, voire des 2 câbles, il y a des outils de collecte américains et des partenariats. Et donc, vous voyez bien qu'à peu près toutes les données qui sortent de Russie sont captées d'une manière ou d'une autre sur ces 2 câbles. Là, vous voyez, c'est du SIGINT stratégique. Quel lien avec l'Ukraine ? En fait, il y a quand même un certain nombre d'informations qui émanent des autorités russes ou des acteurs russes qui sont intéressantes pour comprendre le conflit. Et d'ailleurs, dans cet article, ils avaient même montré qu'une partie du routage qu'elle a en Ukraine prenait la route dont on vient de parler et apparaissait une sorte de muraille numérique entre l'Ukraine et la Russie. Du coup, les Américains sont au milieu de cette nouvelle route. Ensuite, vous avez du SIGINT stratégique au SIGINT tactique. Ce que j'entends par là, c'est que les flux de données intéressants dans le cadre de cette guerre sont multiples. Vous allez avoir des flux de HF, VUHF, donc haute fréquence, des flux hertziens, des flux radio, des flux GSM, depuis ou hors du territoire ukrainien. Et l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tous ces flux pour comprendre comment on peut surveiller et comment on peut avoir un avantage et tactique et stratégique sur le théâtre. Vous avez donc par exemple le cœur de réseau GSM, c'est-à-dire qui contrôle réellement le réseau GSM ukrainien. On a vu dans la guerre que les Ukrainiens l'utilisaient vraiment dans le cadre d'opérations, dans le cadre du ciblage des forces russes, et en avaient une maîtrise. Avec l'aide ou non des Américains, je ne pourrais pas vous le dire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une aide des Américains, ne serait-ce qu'en termes de méthodologie, eux-mêmes l'ayant effectué en Irak, en Afghanistan et dans d'autres endroits. Mais en tout état de cause, vous avez déjà une première source de données qui est très importante. Vous avez les plateformes locales, donc ça va être on va dire des plateformes militaires d'interception de proximité, d'interception, ou alors des stations fixes qui sont présentes sur le territoire ukrainien ou en dehors. La CIA, par exemple, aide les Ukrainiens à construire ce type de stations d'interception sur leur territoire, et la NSA dispose de stations d'interception HF, VUHF, en dehors du territoire ukrainien, mais susceptibles de capter ces flux qui émanent du territoire ukrainien. Vous avez la même chose du coup avec les plateformes horizontales et verticales, je n'ai pas développé, mais typiquement verticales, vous avez des avions, vous avez des drones avec des capacités d'interception de ces flux qui ont évolué en mer Noire, en dehors du territoire ukrainien, mais à une distance suffisante pour être en mesure de localiser par exemple un certain nombre de troupes russes. Et vous avez bien entendu des satellites. Il ne faut pas oublier une chose dans l'histoire des satellites, c'est que la grande révolution des satellites dans les années, si je ne m'abuse, 50, 60 par là,
L'idée, c'était quand même de survoler le territoire soviétique sans avoir à ne plus passer d'avion, de faire quoi que ce soit. Et quand on pense satellite, on pense souvent imagerie, mais il y a beaucoup de satellites SIGINT, et les satellites SIGINT, qui sont notamment opérés par la NRO et la NSA américaine, ont des capacités qui permettent de surveiller assez aisément le territoire ukrainien et ce qui s'y passe sur un plan SIGINT, donc sur un plan des flux ou de la donnée, sans avoir à mettre des Américains sur le sol directement. Ça, c'est une carte que j'avais fait. Je vous la passe rapidement, parce qu'en plus, on ne la voit pas très très bien. Mais enfin, vous voyez les deux câbles qui partent de Moscou et qui finissent en Allemagne. Vous avez les Américains à différents points qui sont là. Vous voyez en mer Noire, c'était à peu près la distance de captation HF et EHF des drones, mais qui ont aussi des capacités en GSM et qui sont en mesure du coup de surveiller la zone occupée par les forces russes. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'être sur le territoire russe ukrainien ou ukrainien occupé par les Russes pour collecter des données. C'est vrai aussi dans le cyber. Encore une fois, la logique est un tout petit peu différente, mais on parle de la même chose. On parle de capter les mêmes données, simplement, au lieu de les intercepter passivement, on va aller les chercher. Et ben c'est la même chose, il faut penser le cyber, et ça l'espace numérique nous le permet, mais il faut penser le cyber à la fois sur un plan stratégique et tactique. Ici, des exemples que je vous donne et qui permettent de comprendre ça. La pénétration du ministère de la Défense russe dont on a déjà parlé, mais vous doutez bien que pendant la guerre, si vous êtes allié avec l'Ukraine et que vous avez à peu près les ordres du ministère de la Défense russe et de la planification, c'est plus simple pour aider votre allié dans le cadre des combats. Vous avez par exemple le programme Quantum, qui est un programme de piégeage automatique des flux de données, et les documents Snowden nous révèlent que la NSA, avec les Suédois, sur le câble dont on vient de parler, utilisait du coup ce programme pour piéger les responsables politiques et militaires russes. Vous avez aussi, émanant des documents Snowden, mais qui a été évoqué dans une thèse de M. Applebaum, pour ceux qui le connaissent, d'un hacker relativement célèbre maintenant, qui est en Hollande, le fait que la NSA a intercepté aussi le système SORM, donc le système d'interception légale russe, sur le territoire russe. Donc, quelque part, arriver à se mettre dans le système légal d'interception russe et de surveiller ce que... Je n'ai pas tous les détails, mais probablement de surveiller tout ou partie de ce qui était intercepté par les Russes eux-mêmes sur leur propre territoire. Et enfin, je mentionne ici des doctrines militaires cyber, Persistent Engagement and Defend Forward, mais qui, en gros, pour faire simple, vous explique que dans les doctrines actuelles cyber de l'armée américaine, il y a des prépositionnements qui ont lieu auprès des acteurs cyber russes, notamment russes pour ce qui nous concerne, qu'ils y mènent aussi des opérations de sabotage et d'entrave de ces capacités, et que dans ce cadre-là, vous voyez bien encore une fois qu'on est dans la guerre, et qu'on est dans la guerre russo-ukrainienne, mais que les Américains, en dehors de ce territoire-là, participent de cet effort de guerre, sans être considérés pour autant comme co-belligérants jusqu'à présent, et aident en renseignement, et voire même quand on parle de sabotage des capacités cyber, quelque part, de manière un peu cinétique, aident leurs alliés ukrainiens. Vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, le SIGINT stratégique qui peut servir au cyber, et notamment au cyber tactique. Et ici, toute l'architecture de SIGINT américaine, donc de la NSA, qui est donc très importante et qui dépasse très largement le territoire ukrainien, permet notamment de détecter un certain nombre de marqueurs d'attaque pour les cyberattaques, ce qui, quoi qu'on en dise, est une manière, d'anticiper bien sûr des attaques, de se protéger, mais aussi d'aider son allié ukrainien, sachant que, et probablement que mes collègues ici en parleront, il y a un certain nombre de malwares qui ont été utilisés contre les Ukrainiens, qui ont aussi été utilisés contre les Américains, et vice-versa. Bref, que la cyberdéfense est relativement large et distribuée, et ne concerne pas seulement quelques infrastructures sur le territoire ukrainien. Et ça, c'est une carte du dispositif entier de SIGINT, justement le fameux stratégique dont je parle, et des différents nœuds, et des endroits où, alors bon, on ne voit pas très bien ici, mais vous avez en gros, de manière générale sur la planète, les endroits où ce système de SIGINT stratégique permet de capter un ensemble de flux de données, que ça soit transatlantique, que ça soit entre l'Asie et l'Europe, que ça soit par du piégeage ou par de la collecte passive. Et donc tout ça vous montre que c'est parce que vous avez bien l'ensemble de l'échelle planétaire qui est concerné par votre système que vous êtes en mesure de récupérer des éléments utiles et intéressants pour un conflit localisé, ici l'Ukraine. Donc quelques leçons qui émanent notamment de ce qui a été vu jusqu'à présent sur la guerre en Ukraine. Déjà le fait que les Russes en fait utilisent du matériel, alors j'ai mis électromagnétique, mais de fait utilisent du matériel qui
qui ont un certain nombre de flux électromagnétiques de faible qualité et qui, notamment, beaucoup de ces flux sont mal protégés ou protégés par une cryptographie de mauvaise qualité, qui fait que, par toutes les plateformes dont je viens de vous évoquer, il est assez facile, en fait, pour les Américains de suivre les troupes russes et de suivre leur activité. Qui montre aussi que, du coup, quand on parle cyber ou quand on parle données dans la guerre en Ukraine, c'est pas seulement ce qui se passe sur le plan tactique, mais bien ce qui se passe sur le plan stratégique aussi qui est intéressant, et notamment aussi le fait qu'il faut se soucier autant des enjeux, quand on étudie la dimension très sécurité et du conflit, sécurité des données, il faut s'intéresser au cyber, mais il faut aussi s'intéresser donc au SIGINT, à la collecte passive. Il faut aussi s'intéresser au donc EW, à la guerre électronique, Electronic Warfare, parce qu'en fait, il y a une forme de continuité due à la nature même de l'espace numérique entre l'ensemble de ces données. Et enfin, le fait que les données, tout type de données sont intéressantes sur le champ de bataille. J'ai mis, par exemple, sur la couche sémantique, en fait, les données que vous collectez, c'est du renseignement de savoir ce qui se dit, ce qui se fait, etc. Mais aussi sur la couche logique, un certain nombre de données que vous collectez sur les protocoles qui vous donnent des indices de localisation, des indices d'intérêt, tout dans le cadre de la guerre. Donc vraiment, tout est intéressant à collecter, et pas seulement ce qui se dit intenté sur un WhatsApp ou sur un réseau social. Donc voilà, donc les conclusions de tout ça, c'est bien que l'espace numérique d'un champ de bataille, en tout cas qui peut être intéressant à étudier dans un champ de bataille, dépasse largement ce champ de bataille. Et je vous ai mis ici confère l'intérêt de Wagner en Afrique, c'est-à-dire que il faut que vous ayez conscience, par exemple, que pour les Américains, c'est tout à fait intéressant d'essayer de surveiller les Russes où qu'ils soient sur la planète, parce que ces gens-là parlent aussi, sont connectés à Moscou, échangent sur ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe ailleurs, et que peut-être qu'il y a plus de chances de comprendre ce qui se passe en dehors de la Russie, où c'est pas facile de mener des opérations d'espionnage pour les Américains, et que c'est beaucoup plus simple en Europe, en Afrique, ou même en Ukraine, quelque part. Que les échelles donc horizontales et verticales sont importantes, et que donc la géographie, c'est important. Et, merci Géode. Et enfin, et donc ça c'est pour ouvrir sur quelque chose d'un peu plus conceptuel, mais Amel Kataroudza, citant des travaux et travaillant sur des travaux aussi de différents géographes américains, et parle beaucoup du pouvoir topologique et donc de cette capacité à faire ressentir son pouvoir à distance à d'autres acteurs. Et ici, je pense que c'est quelque chose d'assez important et assez intéressant parce qu'encore une fois, les Américains ne sont pas co-belligérants et pourtant, dans le cadre de cette guerre, sont capables de donner un avantage stratégique très important aux Ukrainiens et à faire donc ressentir leur propre pouvoir à eux, aux Russes, aux Ukrainiens, et de manière générale à tout le monde, et ce, grâce à ces technologies. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. 14 minutes 48, quelle discipline. Et je retiens que quand vous avez dit la géographie, c'est important, là, il y a eu beaucoup de... Il y a des gens qui avaient l'air d'accord dans la salle. On aura l'occasion d'y revenir durant la période de questions et de réponses. Et sur l'anticipation américaine de l'invasion de l'Ukraine en 2022, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre récent de David Sanger qui s'intitule New Cold Wars. C'est paru il y a peut-être un mois. Ouais, il raconte à peu près ce que vous avez dit dans votre présentation, mais avec l'accès à l'équipe présidentielle de Biden, notamment du secrétaire d'État Blinken, qui essaie de convaincre en fait certains alliés que c'est imminent et tout ça. Et évidemment, il y a des désaccords, mais je serais intéressé de vous entendre peut-être pendant la période de questions là-dessus. On avait peut-être les mêmes données, mais on n'en faisait pas toujours les mêmes interprétations. Mais en tout cas, cette histoire racontée dans le livre de Sanger, elle va dans le sens de ce que vous expliquez. Elle est très, très fascinante. Merci beaucoup pour la présentation. On va maintenant entendre nos deuxièmes conférenciers, Mathieu Faou et Mathieu Tartare. Je vous les présente sans plus tarder, et c'est simple de retenir les prénoms lorsque c'est Mathieu et Mathieu. Mathieu Faou est chercheur senior en logiciels malveillants chez i7 ici à Montréal. Il se spécialise dans l'analyse des attaques ciblées. Ses principales tâches comprennent le suivi de groupes de cyberespionnage et la rétro-ingénierie de logiciels malveillants. Il a terminé sa maîtrise en informatique à l'École polytechnique de Montréal et à l'École des mines de Nancy en 2016. Et dans le passé, il a présenté ses travaux à plusieurs conférences, notamment Black Hat USA, Blue Hat, BotConf, Cyber Warcon, Recon et Virus Bulletin. Là, j'ai l'air d'un expert quand j'enfile cette liste de termes-là. C'est un plaisir de vous revoir, Mathieu, et je vais présenter Mathieu Tartare juste avant. Oui, Mathieu Tartare, Mathieu Faou, désolé. Mathieu Tartare est chercheur senior en logiciels malveillants à i7. Ses travaux portent principalement sur les groupes de cyberespionnage et il dirige une équipe de recherche du Centre de R&D, Recherche et Développement d'i7 à Montréal. Il a un doctorat en astrophysique qu'il a obtenu en 2013 et il a travaillé dans le calcul haute performance avant de commencer sa carrière en cybersécurité en 2018 en rejoignant
I7. Et c'est un plaisir de vous revoir. On avait rencontré votre équipe il y a quelques mois dans vos bureaux. Alexis était là, vous nous aviez expliqué quel est votre travail et quel peut être le rôle du secteur privé dans l'analyse des menaces en matière de sécurité numérique. C'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui en vous concentrant spécifiquement sur le cas du conflit en Ukraine. Donc, merci d'être là. C'est un plaisir de vous revoir. Et vous êtes deux, vous perdez au change. On vous donne 20 minutes. Si vous étiez venus individuellement, vous auriez eu 15 minutes chacun pour 30 minutes. Et là, c'est 20 minutes pour les deux. Mais je pourrais vous donner un petit peu plus de temps si vous en avez besoin. Merci d'être là, en tout cas. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va vous parler de détection et analyse des menaces cyber. Et puis, on va prendre l'exemple du conflit ukrainien et c'est ce qu'on va utiliser comme fil directeur dans cette présentation. Juste rapidement pour expliquer ce qu'on fait, on travaille dans une entreprise de cybersécurité, puis notre équipe, on fait du suivi d'attaquants des groupes dits APT qui font de l'espionnage et qui sont généralement liés à des États. Maintenant, je vais laisser Mathieu continuer. Donc, avant toute chose, avant de discuter comment l'utilisation des données, en particulier des données de télémétrie, et comment la collaboration avec le secteur privé contribue à la sécurité numérique ukrainienne, je vais commencer par vous dresser un petit état de la situation cyber en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Alors, au fil des années, nos recherches nous ont permis de suivre un certain nombre de groupes APT en lien avec la Russie. Et depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y a certains groupes qui ont été plus actifs que d'autres. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur 3 groupes. On ne va pas faire un panorama exhaustif de la situation cyber en Ukraine. Et 3 groupes qui mènent différents types d'opérations. Des opérations de cybersabotage, de cyberespionnage et de désinformation. Et on va commencer par le groupe qu'on pourrait dire le plus agressif d'entre eux, c'est Sandworm. Sandworm, il a été attribué par plusieurs sources au GRU russe. Ça, c'est un groupe qui est surtout connu donc, pour ses actes de cybersabotage. On pense notamment à l'attaque NotPetya, mais aussi aux attaques contre le réseau électrique ukrainien, comme dans le cas d'Industrial. Et Sandworm, c'est un groupe qui aime beaucoup utiliser les wipers, qu'ils utilisent depuis leurs attaques Black Energy depuis 2014. Évidemment, j'ai mentionné le wiper NotPetya, qui est en fait un faux ransomware, mais on va y revenir. Et ce type d'activité était plutôt dispersé dans le temps. Or, depuis le début de l'invasion russe, le déploiement de Wiper par Sandworm, il s'est vraiment intensifié. Mais je vais juste faire un petit point définition avant pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce terme. Un wiper, c'est un logiciel malveillant qui va supprimer ou détruire les données d'un système pour le rendre inutilisable. Et depuis le début de l'invasion russe, on a vu une vingtaine de familles différentes de wiper être déployées, mais je ne vais pas vous assommer avec une chronologie exhaustive des événements. On va plutôt voir les événements les plus notables qu'on a pu observer. On va commencer quelques heures avant le début de l'invasion russe. On est le 23 février. Et à ce moment-là, on découvre Hermetic Wiper, qui est le tout premier d'une longue série de déploiements de Wiper en Ukraine depuis le début de la guerre. Et Hermetic Wiper, c'était un des wipers probablement les plus avancés qu'on a pu voir être déployés durant la guerre. En tout cas, il est bien plus sophistiqué que la plupart des wipers qui ont été déployés par la suite. Le lendemain, premier jour de la guerre, il y a le wiper Acid Rain qui a été déployé. Faut noter que cette attaque, alors là je parle de Sandworm, mais cette attaque elle n'a pas été attribuée de manière crédible à Sandworm pour le moment, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est un wiper qui est intéressant parce qu'il a ciblé les modems satellites Viasat en Ukraine. Ça a coupé les communications satellites de l'armée ukrainienne. Et ça a également, il y a eu également un dommage collatéral, c'est que ça a également affecté le monitoring et le contrôle d'éoliennes en Allemagne, mais on pense que c'était pas intentionnel. Ensuite, un autre événement notable, Caddy Wiper, qu'on attribue à Sandworm également, qui a été découvert le 14 mars. Ce wiper, il est important parce qu'il a été utilisé à plusieurs occasions durant la guerre, et en particulier durant un événement particulièrement important, qui est l'incident Industroyer le 8 avril 2022. Donc, Industroyer 2 en particulier, puisqu'on avait déjà documenté un événement Industroyer par le passé, c'est la cyberattaque la plus importante de la guerre, où Sandworm a ciblé une sous-station électrique à haute tension en Ukraine. Alors c'est une attaque qui aurait permis de couper le courant dans une partie de l'Ukraine, mais il se trouve qu'elle a échoué. Cette attaque elle a pu être déjouée parce qu'il y a eu une réponse rapide des défenseurs ukrainiens. Également, ça a été rendu possible grâce aux détections que nous on a déployées et grâce à notre assistante et à notre assistance et à l'assistance d'autres compagnies du secteur privé.
Ensuite, l'été 2022, il a été plutôt calme. Il faut savoir que ça prend quand même du temps de mettre en place ce type d'attaque. Si on considère la haute intensité, la haute intensité du déploiement de Wiper au printemps, ben, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de positions de l'attaquant qui ont été brûlées à ce moment-là. Ce qui peut expliquer pourquoi on a vu moins de Wiper en été, mais il se trouve que ensuite on a observé une nouvelle vague de déploiement de Wiper en automne 2022. On a observé le premier déploiement de Nico Wiper contre une entreprise du secteur de l'énergie à un moment, alors c'est un moment particulier puisque ça coïncide à un moment où le secteur de l'énergie était lourdement ciblé également par des attaques cinétiques. On va reparler de Nico Wiper, mais tout d'abord je voulais vous mentionner le faux ransomware Prestige qu'on a détecté au même moment. Alors encore un petit point de définition, un faux ransomware, c'est un ransomware dont les données chiffrées n'ont pas de vocation à être déchiffrées. Que la victime paie la rançon ou non, ça ne va pas être déchiffré. Et donc ça rend virtuellement le ransomware équivalent à un wiper. Ce ransomware Prestige, il a touché une centaine d'entreprises dans le secteur du transport et de la logistique, mais pas uniquement en Ukraine, c'est pour ça que je voulais le mentionner, mais aussi en Pologne. Et ici, c'est important de noter que contrairement au cas Acid Rain, où ça a probablement débordé de façon non intentionnelle en Allemagne, ici on pense vraiment que le déploiement de Prestige en Pologne était intentionnel. Ensuite, toujours à l'automne, un autre faux ransomware que je voulais vous mentionner qui s'appelle RansomBugs. Ici, vous pouvez voir la note de rançon qui est présente, alors qu'il n'y a aucun objectif financier. Encore une fois, c'est un faux ransomware. Les attaquants, ils n'ont aucune intention d'aider la victime à restaurer les fichiers, mais bon, ils font comme si. Et vous pourrez noter que dans la note de rançon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a quelques références au film Monstres et compagnie. Avec le passage en 2023, Sandworm, ils ont changé d'approche. Ils sont passés à une approche simplifiée en utilisant des outils légitimes tels que SDelete. SDelete, en fait, c'est un outil légitime de Microsoft qui est utilisé pour la suppression sécuritaire de fichiers. Comment ça fonctionne ? De façon simplifiée, ça remplace le contenu d'un fichier par des zéros. Donc, en d'autres termes, c'est un wiper, mais un wiper légitime. Donc ça rend sa détection un peu plus problématique puisque c'est un outil légitime. Et on a cherché ce type d'activité dans notre télémétrie de détection et on s'est aperçu que SDelete, il avait été utilisé par Sandworm également en Géorgie en 2019. Donc ça, en fait, c'était pas un nouveau mode opératoire qu'on observait en Ukraine. Ils avaient déjà pu l'expérimenter avant la guerre. Et à l'époque, il y avait eu une attaque contre les chaînes de télévision en Géorgie qui avait été attribuée à Sandworm par les États-Unis et ça avait fait la une à l'époque. Plus tôt, je vous ai mentionné Nico Wiper qui a été déployé en 2022. On l'a revu en juillet dernier. On a détecté plusieurs attaques avec une nouvelle version de Nico Wiper contre des organisations gouvernementales, mais également contre le secteur privé. Puis en août dernier, l'été dernier, on a également observé une autre variante de Nico Wiper, Shark Nico Wiper, contre une entreprise, encore une fois dans le secteur de l'énergie, qui est beaucoup ciblée par Sandworm. Et il se trouve que depuis l'été dernier, le volume de déploiement de Wiper par Sandworm, il s'est considérablement réduit. Et ça marque vraiment, à partir de ce stade, une réduction des opérations de cybersabotage durant le conflit. Donc on a vu un petit aperçu des attaques de Sandworm depuis le début de la guerre, qui a mené essentiellement, comme vous venez de le voir, des opérations de sabotage. Mais ce n'est pas le seul groupe à avoir été très actif en Ukraine depuis le début de la guerre. Ici, on va s'intéresser à un autre groupe lié à une autre agence russe. C'est Gamma Redon. Gamma Redon, c'est un groupe qui a été attribué par le service de sécurité ukrainien à une unité du FSB qui opère depuis la Crimée occupée. Contrairement à Sandworm, donc qui fait plutôt des opérations de sabotage, Gamma Redon se focalise sur le cyberespionnage. Les cibles principales de Gamma Redon, c'est les institutions gouvernementales ukrainiennes. C'est de très très loin le groupe le plus actif en Ukraine. Ici, c'est important de mentionner que Gamma Redon, c'est pas votre groupe de cyberespionnage typique. C'est un groupe qui est plutôt bruyant, qui ne se soucie pas de se faire attraper dans un réseau, ils ne cherchent pas particulièrement à être discrets. Par contre, plutôt que d'être discrets, ils vont mettre énormément d'efforts à éviter les détections par les solutions antivirus, par exemple, en changeant régulièrement l'obfuscation de leur malware. Ils font ça très fréquemment. Et ce que ce groupe manque en sophistication et en discrétion, il le compense largement par le volume de ses attaques. Sur les graphes ici, vous pouvez voir les statistiques qui sont issues de notre télémétrie de détection pendant 12 mois, d'octobre 2022 à septembre 2023. Et le graphe du haut, il vous montre le nombre de machines uniques qui ont été compromises par Gamma Redon durant ces 12 mois. Et le graphe du bas, il vous montre le nombre total de détections de Pterodo, qui est un malware qui est exclusif à Gamma Redon.
Et pendant ces 12 mois, on a observé des détections chez 1000 utilisateurs uniques. Ça fait plus de 2 victimes par jour en moyenne. Il faut bien voir que le cyberespionnage, c'est ciblé. Donc 2 victimes par jour en moyenne, c'est considérable pour un groupe de cyberespionnage. Et le nombre total de détections, quant à lui, sur les 12 mois, il est de plus d'1 million. Et vous pouvez voir sur la courbe que le nombre de détections, il augmente avec le temps, et en particulier après l'été 2023, qui est un moment où, justement, comme je vous l'ai montré, on a une réduction des activités de sabotage. Ça montre que les activités de cyberespionnage du FSB sont réintensifiées à ce moment-là. Toujours, alors ça c'est en Ukraine les chiffres que je vous montre, mais justement, petite précision ici, comme on vient de voir, les cibles principales de Gamma-Redon, c'est essentiellement des organisations gouvernementales ukrainiennes, mais il se trouve qu'au début de 2023, on a observé une campagne de spear phishing, c'est-à-dire du phishing ciblé, qui cible des organisations gouvernementales dans d'autres pays, en Pologne, en Lettonie et en Lituanie. Donc c'est une bonne question. Parfois, on les a vus déborder un petit peu dans d'autres pays, et volontairement, puisque là, on est en présence de campagnes de spear phishing. Maintenant qu'on a vu un petit aperçu d'opération de cyberespionnage de Gamma-Redon, le troisième cas dont je voulais vous parler, c'est une campagne de désinformation qu'on n'a pas pu attribuer à un groupe connu et qu'on a baptisé Opération Texonto. Texonto, ils ont opéré plusieurs vagues d'emails de spam depuis novembre, et l'objectif de ce groupe-là, donc ici on est en présence d'un groupe de désinformation, c'est d'opération psychologique en tout cas, c'est de démoraliser les Ukrainiens pour leur faire croire qu'ils vont plus avoir accès à de la nourriture, à des médicaments, ou du chauffage, ou qu'ils doivent fuir par exemple. Ici, par exemple, vous pouvez voir un exemple de campagne de spam envoyée par Texonto. Les victimes vont recevoir un email qui a l'air de provenir du ministère de l'Agriculture ukrainien, et il contient une pièce jointe avec une recette un petit peu particulière. C'est une recette pour cuisiner un risotto de pigeon, donc j'imagine en cas de famine. C'est une pièce jointe peut-être qui peut vous sembler un petit peu étrange, mais il y a eu de nombreux autres thèmes qui ont été utilisés durant les campagnes, et c'est très typique de la propagande russe. Également, en avril 2024, on a pu détecter une nouvelle campagne de désinformation de Texonto avec une nouvelle vague de spam que vous pouvez voir à l'écran, ici qui ciblait les personnes qui vivaient dans la région de Kharkiv, qui invite les habitants à quitter la ville avant le 15 avril. Et non seulement Texonto cible les Ukrainiens, mais il cible également les dissidents russes. On a pu observer une autre vague de spam d'opération Texonto qui a utilisé le nom de Navalny après sa mort au moment de l'élection présidentielle russe. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, à titre de protestation, il y a beaucoup d'électeurs qui planifiaient de venir en nombre, tous voter en même temps à midi. Et en fait, cet email de Texonto, supposément provenant de l'équipe de Navalny, tentait de contrecarrer cette manifestation en annonçant que celle-ci, en fait, elle n'avait pas du tout lieu à midi, mais à 17h. Donc ça couvre un peu les différentes, le panorama de l'état de la situation cyber en Ukraine. Pour récapituler. Comme vous avez pu le voir, on a eu une phase qui était majoritairement destructrice, qui a été menée essentiellement par Sandworm, où les cibles ont été les organisations gouvernementales, le secteur de l'énergie et également les télécommunications. Puis ensuite, comme vous avez pu le voir, on a eu un retour à des opérations d'espionnage, ou en tout cas une réintensification de l'espionnage, comme avant le conflit, où les cibles ont été l'armée, les entreprises de défense, la justice. On peut se demander d'ailleurs si le ciblage de la justice, ça pourrait être lié aux enquêtes autour de potentiels crimes de guerre. Et là, c'est des campagnes qui ont été menées par Gamma-Redon, que je viens de vous présenter, mais par d'autres groupes aussi qui sont assez connus, comme Sednit, qui est connu sous le nom d'APT28, ou Turla, dont Mathieu va également vous parler, et à qui je vais passer la parole. Merci. Du coup, maintenant qu'on a une bonne idée de ce qui s'est passé sur le terrain numérique ukrainien, voyons comment on peut améliorer la défense collective. Comme vous êtes sûrement rendu compte, l'Ukraine a subi un volume d'attaques particulièrement élevé, mais en fait, ce n'est pas uniquement négatif, en tout cas pour nous, parce qu'en tant que chercheurs, ça donne l'opportunité d'étudier beaucoup d'attaques qui se ressemblent. Puis par exemple, on note la réutilisation d'implants, donc de logiciels malveillants, dans diverses attaques, ce qui permet de faire un lien entre elles. Et puis on note aussi un ciblage récurrent de certaines cibles. Et donc ça va nous permettre aussi de tirer des conclusions concernant le mode opératoire de certains groupes d'attaquants. Donc tout ceci, ça nous permet de bien comprendre le mode opératoire des groupes liés à la Russie et puis d'avoir en quelque sorte une cartographie assez précise de leurs capacités. Donc en fait, c'est une occasion assez unique de vraiment récolter des données pour étudier ces attaquants.
Donc, cette défense numérique en Ukraine, elle est d'ailleurs basée sur une collaboration assez forte entre secteur public et privé. Puis, de façon assez intéressante, il y a vraiment une presque absence de bureaucratie. Cette guerre en Ukraine, ça a vraiment enlevé beaucoup de barrières. Et puis ça s'est révélé particulièrement efficace. Puis côté public, on n'a pas à lister toutes les organisations, mais c'est celles qui ont publicisé le plus leur action. Donc par exemple, on a CERT-UA, donc le CERT ukrainien, qui a vraiment été très très actif, et puis ils maintiennent un blog où ils publient les résultats de leurs investigations. Puis côté privé, on a aussi des grandes entreprises du numérique et puis d'autres entreprises de sécurité comme nous ou Mandiant. Puis en fait, une collaboration efficace avec notamment les autorités ukrainiennes, ça permet des interventions très rapides sur le terrain dès qu'une compromission va être détectée. En parlant de partage d'informations, donc voici ce que les différentes entités peuvent se partager. Je dirais ce qui est le plus important sont les échantillons d'implants de logiciels malveillants. Donc en anglais, ça s'appelle des samples, si vous croisez ça dans la littérature. Et donc ça permet aux analystes en sécurité de faire une analyse approfondie du logiciel malveillant. Ensuite, on a tous les indicateurs réseau, comme des adresses IP, des noms de domaine. Souvent, c'est des noms de domaine qui pointent vers les serveurs de contrôle de ces logiciels malveillants. Puis ça va être particulièrement utile, notamment pour mapper l'infrastructure des attaquants, mais aussi pour vérifier s'il n'y a pas des entités qui pourraient être compromises, qui communiquent justement avec ces indicateurs. Donc si on sait qu'une victime potentielle communique avec ces indicateurs, ça veut dire qu'elle est infectée, et donc il faut aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis enfin, on peut partager aussi des indicateurs de plus haut niveau, comme des techniques d'attaque plus génériques. Puis souvent, c'est ce qui est associé, il y a un framework assez commun dans l'industrie qui s'appelle le framework MITRE ATT&CK. Ce sont des techniques d'attaque, c'est un langage commun entre analystes. Mais du coup, maintenant, comment ces indicateurs récoltés dans les investigations, donc toutes les données qu'on récolte dans des investigations numériques, comment est-ce que ça permet de vraiment défendre contre des attaques ? Premier temps, je vais détailler d'où proviennent les sources de données qu'on utilise. C'est valable pour à peu près tous les éditeurs de produits de sécurité. On travaille vraiment tous de manière similaire. Donc il y a plusieurs sources d'échantillons, par exemple, comme des corpus publics. Le plus connu s'appelle VirusTotal. C'est ce site internet-là. En fait, ça vous permet de soumettre un fichier, puis pour le faire scanner contre un nombre très important de produits de sécurité, vous avez le résultat, ça vous dit si c'est clean ou non. Mais donc en fait, les entreprises de sécurité peuvent accéder aux fichiers qui ont été soumis sur cette plateforme. Sinon, il y a aussi du partage automatique entre éditeurs. Donc même les entreprises concurrentes en fait, vont se partager des échantillons de logiciels malveillants afin d'améliorer la détection, puisque chaque entreprise en fait, a une visibilité vraiment très différente entre les pays, entre les différents types d'organisations ciblées. Et puis enfin, on a la télémétrie. Donc en fait, c'est des données qui proviennent des clients qui ont la suite de sécurité installée et qui autorisent donc le partage généralement de logiciels suspects. Donc ça va être sous Windows, ça serait des .exe ou des .dll par exemple. Donc à quoi ça ressemble ? C'est basé sur notre documentation. En fait, c'est un système qui est optionnel et en échange de plus de sécurité, le client partage des échantillons suspects. Et donc ça permet d'avoir une protection plus efficace. Puis comme je disais, absolument tous les éditeurs de sécurité ont exactement le même principe. Et donc ça permet vraiment d'améliorer la détection. Donc par exemple, on va avoir une victime initiale, elle va transmettre un échantillon suspect au cloud. Il va y avoir une analyse manuelle ou non qui est faite. Une détection peut être créée, puis en fait cette détection, elle va être propagée à tous les clients. Donc on ne parle pas de 1 ou 2 clients, on parle sur des dizaines de millions de machines. Donc à partir d'une victime initiale, on va pouvoir protéger des millions ou des dizaines de millions de machines. Donc c'est un système qui est assez efficace et c'est aussi pourquoi la collaboration entre secteur public et privé est importante. Donc par ordre d'idée... Vous l'avez détecté. Ouais, exact. Pour ordre d'idée, on reçoit à peu près 500 000 échantillons uniques par jour. Et donc ces données elles servent aussi en renseignement sur les menaces, puisque en plus des échantillons, on va avoir des informations sur la victimologie, sur la chronologie de l'attaque, ou alors d'autres indicateurs comme les indicateurs réseau ou d'autres logiciels malveillants qui ont été détectés en même temps. Et ça va nous permettre de faire de l'attribution à des groupes d'attaquants.
Et donc, la dernière partie, c'est comment ces résultats permettent aussi de contribuer à défendre d'autres organisations en dehors de l'Ukraine. Donc, je passerai sur les autres exemples, mais ce premier exemple, c'est assez vieux, donc c'est NotPetya, mais en fait, ça a démarré en Ukraine, un logiciel de comptabilité ukrainien qui a une fausse update a propagé un logiciel malveillant. Puis donc, dans des filiales, par exemple, de grandes entreprises, ça s'est propagé en dehors de l'Ukraine. Et nous, en fait, comme on avait une bonne visibilité en Ukraine, on a pu d'abord étudier l'attaque là, bloquer, et ça a évité de propager chez des victimes ailleurs dans le monde. Donc, c'était vraiment très utile d'avoir une vue sur la source de l'attaque. Donc ça, c'était d'autres exemples, mais on va passer pour aller à la conclusion. Premièrement, l'aspect cyber a été assez majeur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'autre part, l'analyse des données d'attaque est vraiment important, puisque du fait du volume important, les attaquants sont obligés de réutiliser des indicateurs ou des techniques sur des attaques multiples. Puis ces techniques vont sûrement être utilisées dans les années qui viennent. Ensuite, la collaboration entre secteur public et privé a très bien fonctionné, notamment au niveau de la défense. Puis enfin, non seulement cela permet de protéger des entités ukrainiennes, mais les leçons apprises permettent aussi de protéger des organisations occidentales. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation sur le rôle du secteur privé dans la détection et l'analyse des menaces cyber en Ukraine. On va pouvoir en discuter durant la période de questions et de réponses, mais juste avant, on entendra notre quatrième et dernier présentateur aujourd'hui, Alexandre Massot, qui détient un doctorat en droit de l'Université de Toulon en France. Sa thèse portait sur les relations entre les États membres de l'OTAN et la Russie au 21e siècle. Il est aussi titulaire d'un master en administration des entreprises et rattaché au laboratoire de Centre de droit et de politique comparée de la Faculté de droit de Toulon. Il est également chercheur associé à l'Observatoire des conflits multidimensionnels ici à la chaire Raoul Dandurand et il va nous faire une présentation sur les données et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le conflit en Ukraine. Alexandre. Merci beaucoup Frédéric. Donc, je vais vous parler principalement donc, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le conflit en Ukraine. Donc, bon, c'est un vaste sujet parce que l'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines et particulièrement dans le conflit ukrainien. Donc, d'abord, pour remettre un peu dans le contexte, il convient de rappeler qu'il y a eu depuis des années, bien avant le conflit en Ukraine, un certain nombre de réflexions sur l'utilisation de l'IA et plus précisément dans le cadre de conflits militaires, mais c'était resté principalement plutôt théorique. Il y avait eu pas mal de questionnements aussi sur l'utilisation de technologies sur les drones. Ça, effectivement, il y avait déjà eu des utilisations, mais l'utilisation de l'IA précisément dans le cadre de conflits restait très limitée. Dans le cadre du conflit en Ukraine, ça change, car on se retrouve de nouveau avec un conflit à haute intensité, et donc avec l'emploi de nouvelles techniques technologiques, l'emploi de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ce conflit apparaît comme être aussi une forme de laboratoire pour l'emploi de nouvelles technologies. Ce qui est très intéressant justement avec ce conflit-là, c'est le partenariat public-privé. On se rend rapidement compte que ça va beaucoup être les industries de la tech, surtout les industries américaines, voire anglaises, qui vont être très présentes. C'est intéressant dans le sens où ce sont des entreprises qui avaient déjà ces technologies, qui les utilisaient pour dans d'autres domaines, pas dans le milieu militaire, mais qui vont les transposer sur le champ de bataille. Et aussi, ça a un autre avantage aussi d'utiliser ce partenariat public-privé. C'est justement, on l'a dit plusieurs fois, que les États-Unis, comme les autres pays de l'OTAN, cherchent à éviter la co-belligérance et donc de rester à l'extérieur du conflit. Et l'avantage, quand c'est des entreprises privées qui interviennent, qui aident directement le gouvernement ukrainien, ça permet justement de créer une distance vis-à-vis des États, de l'État américain ou de l'État anglais, alors même que ces entreprises travaillent, et ce bien avant le conflit ukrainien, avec les agences gouvernementales.
Donc, déjà, on peut voir dans ce contexte-là l'importance qu'ont ces entreprises-là. Et aussi, ce qui est intéressant avec le conflit ukrainien, c'est justement, il y a énormément de données qui sont produites, qui sont utilisables avec le déploiement d'un grand nombre de moyens. Et ça, c'est extrêmement important justement pour le développement des intelligences artificielles. Comme ça a été dit ce matin, l'intelligence artificielle a besoin d'être nourrie de données pour justement accomplir son apprentissage. Alors ça peut nécessiter effectivement plus ou moins un nombre important de données en fonction du but choisi. Et là, c'est vrai que pour le conflit ukrainien, on peut se retrouver avec des données qui ne sont pas obligatoirement militaires. Ça peut être des données de sources ouvertes, ça peut être des données venant des réseaux sociaux, ça peut être aussi des données venant de l'imagerie satellite. Je vais revenir dessus parce que je vais me concentrer sur deux exemples principalement de deux entreprises. Et donc, ça permet d'avoir un flux de données assez important qui peuvent être utilisés sur le champ de bataille. Je vais me concentrer principalement sur deux entreprises américaines qui ont été très présentes et qui sont toujours très présentes dans le conflit ukrainien et qui travaillent officiellement avec le gouvernement ukrainien, mais qui sont aussi très proches du gouvernement américain, qui ont travaillé dans le passé même avec le gouvernement américain. La principale, c'est Palantir, et la seconde entreprise, c'est Clearview. Palantir, a beaucoup fait parler d'elle, surtout médiatiquement, parce qu'elle a été effectivement très active en Ukraine. C'est à la base une entreprise de collecte de données qui a développé un certain nombre d'IA par rapport à ça, qui utilise la collecte de données combinée à l'intelligence artificielle pour produire des analyses principalement sur les questions de sécurité. Par exemple, avant le conflit en Ukraine, ces logiciels étaient employés par le NORAD et le NORSCOM, justement avec l'imagerie satellite, pour analyser des potentielles menaces, même dans le monde entier. Ce système-là, qui s'appelle Meta Constellation, utilise en fait principalement l'imagerie satellite, pour détecter les forces sur le terrain, et en utilisant ces images-là, après, à travers des algorithmes, ça permet d'aider à la décision. C'est en fait un outil d'aide à la décision, et combiné avec, par exemple, d'autres sources, ça offre un outil d'aide à la décision, et ça permet en fait de réduire le temps de décision. C'est-à-dire qu'avant, quand on utilisait les différentes données qui sont collectées, par exemple, par Palantir, ça mettait des heures pour les analyser et après pour faire une prise de décision. Là, c'est en quelques minutes, en fait, grâce à ces logiciels-là. Donc, ça permet véritablement de réduire la prise de décision et d'accélérer le processus de décision. Ça avait été discuté ce matin, et donc ça permet de donner un avantage sur l'adversaire. Je précise aussi que Palantir, en dehors de ces outils-là, travaille aussi avec le gouvernement ukrainien pour le déminage. Parce qu'on sait que l'Ukraine, une grande partie du territoire ukrainien est désormais minée, et ce que le gouvernement ukrainien souhaiterait, c'est déminer le plus rapidement possible, principalement sur des zones stratégiques. Et donc là, les IA, les logiciels de Palantir utilisent l'IA pour détecter quelles sont les zones les plus stratégiques et qui doivent donc être déminées en priorité, et tout en prenant en compte effectivement les zones qui sont aussi probablement les plus minées. Pour le second cas, c'est Clearview IA. Alors elle aussi, c'est une entreprise qui travaillait avec le gouvernement américain depuis des années, avec les agences du gouvernement américain. Elle, en fait, elle est spécialisée dans la reconnaissance faciale. Elle
Elle utilise en fait une base de données d'images, principalement tirée des réseaux sociaux, pour aider à la reconnaissance faciale. Et sa base de données est estimée à 40 milliards d'images. En fait, environ 5 images par personne. Alors évidemment, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui doivent avoir beaucoup plus d'images et d'autres peut-être qui n'en ont pas du tout. Et elle était principalement utilisée par les services d'immigration des États-Unis. Et là, en fait, elle a décidé de mettre ses services et sa base de données au service du gouvernement ukrainien pour plusieurs raisons. D'abord, reconnaître des potentiels criminels de guerre ou des personnes poursuivies par le gouvernement ukrainien, et aussi à des fins de propagande et contre-propagande, c'est-à-dire identifier les morts sur le champ de bataille, arriver à identifier l'identité des morts sur le champ de bataille, et ainsi détecter le nombre de morts de chaque camp. Et par exemple, ça a été utilisé pour contrer des discours russes qui visaient à limiter le nombre de pertes qu'ils avaient et dire non, en fait, regardez, on a identifié toutes ces personnes et ce sont donc des Russes qui ont été tués. Donc c'était par exemple un des outils, et justement, toujours avec leur base de données, ils ont réussi à utiliser 2 milliards d'images venant du réseau social VKontakte, donc le Facebook russe. Ils ont beaucoup utilisé justement les réseaux sociaux russes pour identifier, pour en fait alimenter leur IA et ainsi identifier les différentes personnes russes. Alors, ça, c'était 2 exemples, et il faut quand même, c'est vrai que à première vue, ça peut paraître prometteur, ça peut donner l'impression que c'est des technologies très utiles. Elles le sont dans une certaine mesure, mais il y a aussi des limites. Il y a des limites de 2 ordres, à mon sens, d'abord techniques et aussi éthiques. Tout d'abord, d'un point de vue technique, de manière générale, l'IA ne peut pas tout faire. Pour l'instant, c'est principalement plus un rôle de soutien, d'aide à la décision, par exemple dans le cadre justement de MetaConstellation de Palantir, ou aussi aider à la reconnaissance faciale des Russes. C'est plus un soutien, mais ça ne semble pas pouvoir changer le cours de la guerre. Ça ne remplace pas les besoins en munitions, les besoins en hommes. Ça n'aide pas la production, enfin ça ne remplace pas une production et une stratégie militaire dans son ensemble. Donc ça, c'est une première limite. Ensuite, il y a eu des critiques qui avaient été faites au niveau justement sur la manière dont les opérations étaient conduites avec l'utilisation de l'IA. L'IA a parfois tendance à centraliser en fait la décision entre les mains des agences gouvernementales et du gouvernement ukrainien, alors que justement un des avantages qu'avait l'Ukraine au début de la guerre était plus des prises d'initiative locales faites par vraiment les soldats sur le terrain. Donc il y a ce risque de centralisation qui pourrait pénaliser potentiellement la prise de décision et justement une approche beaucoup plus décentralisée. Après, il y a tout un enjeu éthique. Palantir et Clearview sont en fait, pour ne citer qu'elles, mais en fait d'autres entreprises sont aussi concernées, font sujet, portent à débat en fait en Amérique du Nord et même en Europe, précisément sur les questions de vie privée. Principalement Clearview, par exemple, je sais qu'en Europe, et plus précisément en France, en France, il y a la CNIL, donc, qui s'occupe de tout ce qui est vie privée numérique, qui a justement condamné Clearview à une amende justement sur des questions de vie privée. Donc il y a cette question de ces technologies sont utilisées sur un conflit, sur un champ de bataille, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un précédent qui pourrait être utilisé hors conflit, une forme de précédent technologique qui pourrait être utilisé à des fins de surveillance, et c'est justement un débat qui se pose
sur l'emploi de l'intelligence artificielle. J'avais vu que en Ukraine, il y a aussi cette préoccupation, vu que justement le ministère ukrainien de la transformation numérique a publié en 2024 un guide sur l'emploi de l'intelligence artificielle, un emploi raisonnable et justement qui cherche à prendre en compte la confidentialité des données. Et il y a aussi justement tout en termes justement de problèmes éthiques de la collecte de données et aussi le fait que ça reste des entreprises qui peuvent avoir leurs intérêts propres. Je vais prendre un exemple qui n'est pas en rapport avec l'IA, mais qui est en rapport avec la technologie, l'emploi de la technologie en Ukraine, qui montre un peu que les intérêts des entreprises peuvent ne pas être toujours alignés avec ceux des États à un moment précis. Je pense à Starlink, donc, qui est dirigé par Elon Musk. Au début, des accès aux satellites Starlink avaient été donnés à l'Ukraine. Mais Elon Musk avait lui-même avoué à un moment qu'il avait empêché les Ukrainiens d'utiliser Starlink pour faire une attaque contre les Russes en mer Noire. Donc en fait, on voit qu'il peut avoir des intérêts de la part des entreprises qui peuvent être différents des États. Et donc c'est aussi un élément à prendre en compte dans l'emploi de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies dans un conflit armé. Le secteur privé peut être un atout considérable, surtout qu'ils ont beaucoup de moyens, mais leurs intérêts peuvent être divergents et se pose bien sûr, comme je l'ai dit, le problème de la confidentialité et le risque aussi de créer des précédents qui peuvent être utilisés après dans notre pays. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Jonathan Guiffard, Mathieu Faou, Mathieu Tartare, Alexandre Massot. Merci beaucoup.